À la périphérie de notre système solaire, là où la lumière du Soleil n'est plus qu'une lueur lointaine dans l'obscurité de l'espace, une planète gigantesque suit sa trajectoire solitaire. Un endroit si froid et si lointain qu'il n'a guère d'importance dans l'imaginaire collectif, et pourtant, il constitue une partie fascinante de notre voisinage cosmique. Un géant bleu à l'histoire mouvementée et aux nombreux mystères non résolus. Son nom, Neptune. Neptune est la 8e et dernière planète de notre système solaire, si l'on ne tient pas compte de Pluton, qui a été officiellement rétrogradé au rang de planète naine en 2006. Elle se trouve à une distance moyenne de près de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, un endroit situé au-delà de la zone dite ligne de gel, où la glace et les gaz ont pu se condenser pour former d'énormes corps célestes. Elle est si éloignée qu'un rayon de lumière provenant du Soleil met plus de 4 heures pour l'atteindre. Une année sur cette géante gazeuse bleue dure 165 années terrestres. Depuis sa découverte, la planète n'a effectué qu'une seule révolution complète autour du Soleil, une vitesse cosmique extrêmement lente. Et cette découverte a été l'une des plus spectaculaires de l'histoire de l'astronomie. Neptune a été la première planète à être découverte non pas par des méthodes optiques, mais par de purs calculs mathématiques. Au début du 19e siècle, les astronomes ont remarqué que la planète Uranus se comportait de manière étrange sur son orbite. Sa position dans le ciel s'écartait de manière minime, mais mesurable, des valeurs calculées. Deux scientifiques, John Couch Adams en Angleterre et Aubin Le Verrier en France, ont supposé indépendamment l'un de l'autre qu'un corps céleste jusqu'alors inconnu devait influencer Uranus par sa gravité. Le Verrier a transmis ses calculs à l'Observatoire de Berlin où, le 23 septembre 1846, l'astronome allemand Johann Gottfried Gall a pointé son télescope vers la position calculée. Et c'est alors qu'il l'a vu. Un petit point lumineux bleuâtre dans le ciel, mais sans aucun doute une planète. Une sensation scientifique, une planète prédite par les mathématiques. Cette découverte fut un triomphe pour la mécanique céleste et prouva à quel point les lois naturelles du cosmos étaient déjà comprises, du moins dans leurs grandes lignes. Neptune fut rapidement baptisé du nom du dieu romain de la mer, en référence à sa couleur bleu profond, déjà visible avec les instruments de l'époque. Mais malgré cette découverte prometteuse, Neptune resta longtemps un mystère lointain. Les télescopes du 19e et du début du 20e siècle ne montraient guère plus qu'une sphère lisse et sans structure. Trop loin, trop faiblement lumineuse, trop petite dans le ciel. Cela n'a changé que 143 ans plus tard. Au cours de l'été 1989, la sonde Voyager 2 de la NASA a survolé Neptune, dernière étape bonus de son voyage à travers le système solaire externe. Ce survol n'a duré que quelques heures, mais ces quelques heures ont suffi pour changer radicalement notre image de Neptune. La sonde a transmis des images détaillées d'un monde d'un bleu profond, traversé par d'énormes zones de tempête, des nuages de méthane blanc et ce qu'on appelle la grande tache sombre, un gigantesque cyclone aussi grand que la Terre qui a toutefois disparu par la suite et est aujourd'hui introuvable. Nous avons vu une planète d'une dynamique impressionnante malgré sa situation dans l'obscurité glaciale. L'atmosphère de Neptune est principalement composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Ce dernier est responsable de sa couleur bleue caractéristique, car le méthane absorbe la lumière rouge et ne réfléchit que la lumière bleue. Mais ce qui rend Neptune vraiment spécial, c'est son activité météorologique. C'est là que sévissent les tempêtes les plus rapides de tout le système solaire, avec des vents pouvant atteindre 2100 km/h. En comparaison, un ouragan sur Terre ressemble à une brise légère. Comment est-ce possible, si loin du Soleil, avec si peu d'apport énergétique extérieur? Cette question n'est toujours pas résolue à ce jour, mais la chaleur interne de la planète joue probablement un rôle. Neptune émet plus de 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cela indique la présence d'un noyau chaud et actif, caché sous d'épaisses couches de gaz. Sa magnétosphère est également mystérieuse. Le champ magnétique de Neptune est puissant mais étrangement incliné à environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation et nettement décalé par rapport au centre de la planète. C'est un phénomène que nous n'avons encore observé sous cette forme sur aucune autre planète.
Outre la planète elle-même, Voyager 2 a également révélé un système lunaire d'une complexité inattendue, notamment Triton, la plus grande lune de Neptune. Elle se déplace sur une orbite rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de la planète. C'est un signe certain qu'elle n'est pas née avec la planète, mais qu'elle a été capturée plus tard. Probablement un ancien corps céleste de la ceinture de Kuiper, un ancien compagnon de Pluton. Triton est également géologiquement actif. Il existe des indices de cryovolcanisme, des geysers glacés qui projettent dans l'espace des matériaux gelés provenant de l'intérieur. Malgré ces découvertes passionnantes, il n'y a eu qu'une seule visite à ce jour. Depuis Voyager 2, aucune sonde spatiale n'a jamais exploré Neptune de près, aucune mission orbitale, aucun atterrissage sur une lune. La dernière véritable planète de notre système solaire reste à ce jour un terrain largement inconnu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile et coûteux de s'y rendre. Même Voyager 2, qui a bénéficié d'une aide gravitationnelle idéale de Jupiter et Saturne, a mis 12 ans pour atteindre Neptune. Une mission moderne vers cette planète nécessiterait des décennies de planification, un budget de plusieurs milliards et beaucoup de patience. Et pourtant, les trésors scientifiques qui nous attendent là-bas pourraient être révolutionnaires. Neptune n'est pas seulement une planète, c'est une archive du système solaire primitif, une fenêtre sur le monde des géantes glacées qui sont également très fréquentes dans d'autres systèmes stellaires. Comprendre Neptune, c'est peut-être aussi mieux comprendre d'autres systèmes planétaires et donc le nôtre. C'est ainsi que commence notre voyage au cœur des tempêtes glaciales, des lunes mystérieuses et des profondeurs inexplorées d'une planète que nous connaissons à peine, mais que nous comprendrons peut-être bientôt mieux. Neptune évoque la profondeur, l'obscurité, un lieu au-delà du connu, et c'est exactement ce qu'elle est. Un géant qui échappe à notre imagination. Trop lointain, trop extrême, trop mystérieux. Et pourtant, ou peut-être justement pour cette raison, elle est un exemple fascinant des forces colossales qui agissent encore même aux confins glacés de notre système solaire. Neptune appartient à la catégorie des géantes glacées, tout comme son voisin Uranus. Cela le distingue de Jupiter et Saturne, qui sont considérés comme des géantes gazeuses ordinaires. La différence réside principalement dans leur intérieur. Alors que Jupiter et Saturne sont principalement composés d'hydrogène et d'hélium, Neptune contient des proportions beaucoup plus importantes d'éléments plus lourds, en particulier de l'eau, de l'ammoniac et du méthane. Ces substances sont généralement gelées aux basses températures qui règnent aux confins du système solaire, d'où le terme de géante glacée. Mais bien sûr, Neptune n'est pas un simple bloc de glace. Les températures et les pressions à l'intérieur sont si élevées qu'il s'y forme des conditions exotiques que nous ne connaissons pas sur Terre. Mais avant de nous pencher sur l'intérieur, restons un instant à la surface, ou plutôt dans les couches supérieures de l'atmosphère. L'atmosphère de Neptune est un océan tumultueux de gaz, dominé par l'hydrogène, l'hélium et environ 2% de méthane. C'est précisément ce méthane qui donne à Neptune sa couleur bleu profond si caractéristique. Il absorbe la partie rouge de la lumière solaire et réfléchit la lumière bleue. Mais la teinte exacte est probablement influencée par d'autres molécules encore inconnues. En effet, Uranus contient des quantités similaires de méthane, mais semble nettement plus pâle. Mais la véritable fascination commence sous la surface, dans la dynamique de l'atmosphère. Car même si Neptune est très éloignée du Soleil et ne reçoit qu'une fraction de sa chaleur, elle est tout sauf calme. Au contraire, Neptune possède la dynamique météorologique la plus extrême de tout le système solaire. Les vents y soufflent à des vitesses pouvant atteindre 2100 km/h, soit plus vite que la vitesse du son dans l'atmosphère terrestre. À titre de comparaison, le vent le plus fort jamais mesuré sur Terre, en dehors d'une tornade, était d'environ 400 km/h, ce qui est déjà considéré comme un ouragan de la catégorie la plus élevée. Neptune présente donc des conditions qui défient l'imagination. L'atmosphère tourne autour de la planète en formant d'énormes bandes, comme sur Jupiter, mais à une vitesse nettement plus élevée et avec des turbulences beaucoup plus fortes. En 1989, la sonde spatiale Voyager 2 a découvert la Grande Tache Sombre, un gigantesque système de tempête similaire à la Grande Tache Rouge de Jupiter, mais plus sombre et plus rapide. Elle était à peu près aussi grande que la Terre et a traversé la planète en quelques jours. Mais lorsque le télescope spatial Hubble l'a observé à nouveau quelques années plus tard, la tache avait disparu. Quelques années plus tard, une nouvelle tempête s'est formée à un autre endroit. Le climat de Neptune n'est pas seulement violent, il est aussi dynamique, imprévisible et en constante évolution.
Mais d'où vient toute cette énergie? Ce n'est pas le Soleil car il est beaucoup trop loin. Neptune ne reçoit qu'environ 1/1000 du rayonnement solaire qui atteint la Terre. Néanmoins, la planète émet plus de 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Cet excès de chaleur provient probablement de l'intérieur de la planète, soit de la chaleur résiduelle de sa formation, soit de longs processus de convection à l'intérieur de celle-ci, mais personne ne le sait encore avec certitude. Et cet intérieur est probablement aussi fascinant qu'inaccessible. Sous cette atmosphère turbulente commence ce qu'on appelle le manteau, une immense couche de glace chaude et dense composée d'eau, d'ammoniac et de méthane, dans un état exotique situé quelque part entre le liquide et le gaz. Les scientifiques supposent que ce manteau pourrait même contenir une forme particulière d'eau, la glace superionique. Les ions hydrogène se déplacent librement à travers un réseau d'atomes d'oxygène, une sorte de conducteur électrique soumis à une pression énorme et à des températures extrêmes. Cette couche pourrait être déterminante pour la forme inhabituelle du champ magnétique, car celui-ci est également un mystère. Le champ magnétique de Neptune est puissant, mais fortement incliné, à environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation, et il n'est pas symétrique, mais décalé par rapport au centre de la planète. Un champ magnétique chaotique, très différent de ceux des autres planètes. La cause en est probablement cette couche électriquement conductrice à l'intérieur, mais jusqu'à présent, il n'existe que des modèles théoriques. Le noyau de la planète, s'il existe sous une forme clairement délimitée, est probablement composé de roches et de métal. Cependant, en raison de la pression énorme qui règne à plus de 10 000 km de profondeur, même les matériaux les plus durs ne peuvent y exister que sous une forme extrêmement comprimée. Nous parlons ici de pression millions de fois supérieure à celle qui règne à la surface de la Terre. Ce qui se passe réellement là-bas reste à ce jour une spéculation. Et pourtant, c'est précisément cette structure qui est probablement décisive pour la compréhension des planètes, non seulement dans notre système solaire, mais aussi bien au-delà. En effet, ces dernières années, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes dont beaucoup ont des tailles et des masses similaires à celles d'Uranus ou de Neptune. Ces classes de planètes, plus grandes que la Terre mais plus petites que Jupiter, semblent être extrêmement courantes dans l'univers. Neptune n'est donc pas un cas particulier, mais un archétype cosmique. Si nous voulons savoir comment fonctionnent ces géantes glacées dans l'immensité de la galaxie, nous devons comprendre Neptune, sa composition, sa structure interne, ses tempêtes, ses sources de chaleur. Elle est un laboratoire naturel pour la physique extrême, un lieu où la matière existe sous des formes que nous ne pouvons imaginer sur Terre que dans des accélérateurs de particules ou des simulations. Mais jusqu'à présent, notre regard sur Neptune n'a été que bref. Voyager 2 l'a survolé en quelques heures, a pris quelques photos, collecté des données et a disparu. Tout ce que nous savons depuis lors est basé sur des observations à distance et des spéculations. Des télescopes tels que Hubble ou James Webb fournissent en de nouvelles informations, mais il manque une véritable visite. Le géant bleu reste donc l'un des plus grands mystères de notre système solaire. Une planète pleine de puissance, de dynamisme et d'énigmes, un endroit qui nous montre que même à une distance extrême, au-delà de la lumière visible, le jeu de la physique fait rage dans le cosmos, mais sous une forme très différente. Lorsque nous pensons à une planète, nous pensons souvent uniquement à la planète elle-même, à sa surface, à son atmosphère, peut-être aussi à ses saisons ou à sa rotation. Mais une planète est plus qu'un simple corps céleste, c'est un système. Et dans le cas de Neptune, il vaut la peine d'examiner de plus près ce qui l'entoure. Ses lunes et un phénomène peu connu, ses anneaux. Car Neptune n'est pas seule. Elle possède actuellement 16 lunes connues. Et à la tête de cette famille se trouve un objet fascinant et mystérieux, Triton. Triton est la plus grande lune de Neptune et représente à elle seule plus de 99% de la masse lunaire totale du système. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui le rend extraordinaire, c'est aussi son origine, son orbite et sa dynamique interne qui en font l'un des objets les plus passionnants de tout le système solaire. Triton est un outsider. Contrairement à la plupart des lunes, il ne se déplace pas dans le même sens que Neptune. Au contraire, il orbite autour de sa planète en sens rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation de Neptune. Une orbite rétrograde légèrement inclinée est un indice fort que Triton n'est pas né avec Neptune, mais qu'il a été capturé plus tard.
Il était probablement autrefois un corps céleste indépendant dans la ceinture de Kuiper, cette zone d'objets glacés située au-delà des planètes, une planète naine perdue, capturée par la puissante gravité de Neptune. Un immigrant cosmique qui ne s'est jamais tout à fait adapté à sa nouvelle patrie. Mais ce n'est pas tout. Triton est également actif. Lors de son survol en 1989, Voyager 2 a découvert des geysers d'azote gelé qui s'élevaient à plusieurs kilomètres dans l'atmosphère. Un signe évident de cryovolcanisme, c'est-à-dire d'activité géologique avec des substances gelées au lieu de magma chaud. Triton est ainsi, avec la lune de Jupiter Io, la lune de Saturne Encelade et quelques autres satellites, l'un des rares objets connus du système solaire présentant une activité géologique avérée. C'est étonnant, surtout parce que Triton est si loin du Soleil. Sa surface est glaciale, avec une température d'environ moins 235 degrés Celsius, mais il se passe néanmoins quelque chose à l'intérieur. Peut-être est-ce dû aux forces de marée, c'est-à-dire aux tensions gravitationnelles causées par son orbite légèrement elliptique, ou à la lente désintégration d'éléments radioactifs à l'intérieur, ou les deux. Il existe même des théories selon lesquelles il pourrait y avoir un océan souterrain d'eau liquide sous la croûte glacée de Triton, comme sur les lunes Europe ou Encelade. Si cela s'avère vrai, Triton ne serait pas seulement une merveille géologique, mais aussi un candidat potentiel pour la vie extraterrestre, profondément enfoui sous la glace, loin du Soleil, dans l'obscurité totale. Outre Triton, Neptune possède toute une série de lunes plus petites, dont beaucoup ne sont guère plus que des morceaux capturés. Il y a par exemple Néréide, l'une des lunes les plus éloignées du système solaire, avec une orbite extrêmement excentrique. Ou Proteus, la deuxième plus grande lune de Neptune, un bloc rocheux difforme à peine rond, criblé de cratères. Il existe également des lunes minuscules telles que Despina, Galatea, Larissa ou Naiad. Beaucoup d'entre elles orbitent près des nuages de Neptune et sont probablement les vestiges d'anciennes collisions ou de lunes détruites. Cette région interne n'est pas seulement remplie de lunes, elle est également traversée par un système d'anneaux qui passe souvent inaperçu, car Neptune, tout comme Saturne, possède des anneaux. Ceux-ci sont toutefois beaucoup plus faibles, beaucoup plus sombres et plus difficiles à distinguer. Pendant longtemps, on a supposé leur existence uniquement sur la base des occultations d'étoiles, et ce n'est que Voyager 2 qui en a apporté la preuve définitive. Les anneaux de Neptune sont principalement constitués de poussière sombre et de roches, probablement issus de collisions entre des lunes. Il existe 5 anneaux principaux, dont les plus connus sont l'anneau d'Adams et l'anneau de Levert, nommés d'après les deux astronomes qui avaient prédit indépendamment l'existence de Neptune. Un bel hommage sous la forme de bandes de poussière qui orbitent autour de leur planète. Les amas annulaires, c'est-à-dire des agglomérats compacts dans l'anneau d'Adam qui ressemblent à des nœuds lumineux, constituent une curiosité particulière. On les appelle des arcs. Ils portent des noms tels que liberté, égalité, fraternité en référence aux idéaux de la Révolution française. La raison pour laquelle ces arcs persistent au lieu de se répartir uniformément n'est pas encore tout à fait claire. Il est possible que de petites lunes telles que Galatée stabilisent ces structures grâce à leur gravité, une sorte de résonance cosmique. Dans l'ensemble, les anneaux de Neptune semblent beaucoup plus jeunes et instables que ceux de Saturne. On suppose qu'ils ne sont pas très anciens, peut-être seulement quelques millions d'années. Il est fort possible qu'ils soient constitués des débris d'une lune autrefois plus grande qui a été détruite par une collision. Si cela est vrai, nous assistons aujourd'hui à l'état intermédiaire d'un système d'anneaux en lente désintégration, qui pourrait à terme se dissoudre ou se transformer en nouvelle lune. Et c'est précisément là que réside la beauté de la famille de Neptune. Elle est dynamique, instable, en pleine mutation. Un mini-cosmos composé de lunes, de poussière et de gravité qui nous offre un aperçu approfondi des processus chaotiques du système solaire. Les lunes et les anneaux de Neptune racontent une histoire de création, de destruction et de changement. D'astres capturés et de lunes brisées, de geysers d'azote gelés et de poussière sombre qui enveloppent la planète comme une ombre. Et tout cela se déroule dans une région que nous n'avons visitée que pendant quelques heures, une fois en 1989. Depuis lors, le silence. Pourtant, ces lunes pourraient être décisives pour en savoir plus sur les débuts du système solaire et sur les conditions dans lesquelles la vie pourrait apparaître. Triton en particulier est donc un candidat pour de futures missions. La NASA et l'ESA discutent depuis longtemps d'un retour vers le système de Neptune avec des sondes telles que la mission Trident prévue qui pourrait étudier Triton en détail. Car s'il y a de la vie quelque part là-bas, c'est peut-être précisément là où nous nous y attendons le moins. Non pas sous la lumière du soleil, mais sous une couche de glace. Non pas sur une planète, mais sur une lune éloignée,
plongé dans une obscurité éternelle. Depuis le survol de Voyager 2 en 1989, Neptune est restée silencieuse. Aucune sonde spatiale n'a visité la lointaine géante glacée depuis lors, aucune nouvelle mission n'a entrepris le long voyage, aucune caméra n'a documenté de près ses anneaux, ses tempêtes ou ses lunes. Le dernier chapitre de la recherche active sur Neptune remonte donc à plus de 3 décennies, une éternité dans le domaine spatial. Et pourtant, le désir d'y retourner est plus fort que jamais. Car la dernière fois, Neptune nous a posé plus de questions qu'elle ne nous a apporté de réponses. Son intérieur, ses sources d'énergie, ses vents extrêmes, son étrange champ magnétique, ses anneaux sombres, tout cela reste mystérieux. Et puis il y a Triton, cette lune active et rétrograde qui pourrait receler un océan souterrain. La bonne nouvelle, c'est que la science travaille à un retour. Plusieurs concepts sont en cours de planification. Certains sont des visions ambitieuses, d'autres sont sur le point de devenir réalité. 3 de ces missions sont particulièrement passionnantes, car elles poursuivent des objectifs différents, mais se complètent à merveille. Trident, Neptune Odyssey et Triton Hopper. Commençons par Trident, une mission de la NASA proposée dans le cadre du programme Discovery. Trident est, si l'on peut dire, le projet le plus pragmatique. Une sonde spatiale légère, sans orbiteur ni atterrissage, mais un survol ciblé de la lune Triton de Neptune avec une caméra haute résolution, un magnétomètre et d'autres instruments scientifiques. L'accent est clairement mis sur cette lune particulière. Pourquoi Triton? Parce qu'elle combine de nombreuses caractéristiques qui fascinent les chercheurs. Des orbites rétrogrades, une activité géologique, un possible système océanique souterrain, et tout cela à une distance où on ne s'y attendrait pas. Triton est donc un candidat sérieux pour la vie extraterrestre, à condition qu'il y ait sous la couche de glace un océan alimenté en énergie par des réactions chimiques. Trident pourrait justement le découvrir. Avec un temps de vol d'environ 13 ans, cette sonde n'arriverait toutefois, selon son lancement, qu'au cours des années 2030, voire 2040. Le survol de Triton ne devrait avoir lieu qu'à environ 1000 km d'altitude, plus près que Voyager 2 et avec une technologie de caméra de pointe. L'objectif est de cartographier la surface, d'étudier les geysers, d'analyser le champ magnétique et, si possible, de trouver des indices de la présence d'un océan. Même si Trident n'est qu'un survol, ce serait un énorme bond en avant et un signal important. Nous revenons. Alors que Trident serait une visite ciblée de courte durée, le concept Neptune Odyssey va beaucoup plus loin. Il s'agit d'une grande mission proposée, un orbiteur qui accompagnerait Neptune pendant de nombreuses années. Conçu et développé par l'Applied Physics Laboratory aux États-Unis, Odyssey est l'une des missions les plus ambitieuses jamais imaginées pour les planètes extérieures. L'objectif est d'étudier non seulement Triton, mais aussi l'ensemble de Neptune, y compris ses anneaux, son atmosphère, son champ magnétique et ses lunes, de très près et pendant de nombreuses années. Il s'agit donc d'un véritable projet à long terme, comparable à la mission Cassini sur Saturne. Odyssey ne servira pas seulement d'orbiteur, mais emportera également une sonde atmosphérique qui plongera dans les couches de gaz denses et tumultueuses de Neptune. Cette sonde fournirait pour la première fois des données directes sur l'atmosphère d'une géante glacée, notamment sur la température, la pression, la composition et les processus chimiques. Les bandes de poussière annulaires, les étranges propriétés magnétiques et la source de chaleur interne de Neptune pourraient enfin être comprises grâce à une telle mission. De plus, des observations détaillées de toutes les lunes seraient possibles, y compris celles qui ne sont jusqu'à présent guère plus que des points lumineux dans les données de Voyager. Mais Odyssey, comme son nom l'indique, n'est pas une mission rapide. Le concept prévoit un lancement entre 2030 et 2035 avec une arrivée dans les années 2050. Un tel voyage est long, coûteux et extrêmement exigeant sur le plan technique, mais il constituerait une consécration scientifique pour l'exploration des planètes extérieures. Odyssey n'est pas encore officiellement approuvée, mais elle est considérée comme l'une des favorites pour les grandes missions de sciences planétaires de la NASA dans les décennies à venir. Il existe également un autre concept qui semble presque relever de la science-fiction, le Triton Hopper. Il s'agit d'un atterrisseur mobile qui ne reste pas au même endroit, mais se déplace en sautant. Vous avez bien entendu, le Hopper sauterait plusieurs fois d'un endroit à l'autre pour explorer différentes régions de la surface de Triton. Le Hopper utiliserait comme carburant la glace d'azote présente à la surface de Triton, transformant ainsi l'environnement local en énergie. Le chauffage de cette glace produirait un jet de gaz qui propulserait le Hopper dans les airs.
Il pourrait ainsi effectuer plusieurs dizaines de sauts au-dessus de Triton et parcourir des distances relativement importantes. Ce concept a été étudié dans le cadre du programme NIAC de la NASA au cours de la deuxième phase de développement. Il est techniquement ambitieux, mais réalisable en théorie. Il permettrait d'étudier non seulement un point, mais des paysages entiers sur Triton, y compris les geysers cryogéniques, les fossés et les plaines glacées. Le Triton Hopper n'en est qu'à ses débuts, mais il montre tout le potentiel créatif que recèle l'exploration de ce monde lointain. Outre ces trois concepts principaux, il existe d'autres idées, telles que la mission chinoise Shenzhou, qui prévoit un survol de Neptune et Triton en 2038, ou le concept OSS, Outer Solar System Mission, de l'ESA et de la NASA, qui combine la recherche sur Neptune et la physique fondamentale. Des missions à double vol vers Uranus et Neptune, comme Odinus, ont même été envisagées, mais tout cela reste encore très vague. Neptune est plus qu'un simple point lointain sur les cartes astronomiques, c'est un symbole. Un symbole de ce que nous ne savons pas encore, de l'inconnu, de ce qui se trouve au-delà des frontières. Lorsque nous regardons le ciel, nous voyons des étoiles, des planètes, des points lumineux. Mais derrière ces points lumineux se cachent des mondes, des océans de gaz, des tempêtes qui font rage depuis des siècles, des lunes sur lesquelles des geysers gelés jaillissent à des kilomètres dans le ciel et peut-être même sous des kilomètres de glace des océans dans lesquels la vie aurait pu se développer. Neptune représente tout ce que nous, les humains, n'avons pas encore découvert mais pourrions découvrir. Elle nous rappelle que la science est plus que la connaissance. C'est un désir ardent. Le désir de comprendre, de saisir, de voyager avec nos pensées, nos télescopes, nos sondes spatiales. Nos sondes spatiales sont minuscules par rapport au monde qu'elles visitent, et pourtant elles sont les messagères d'un esprit plus grand que n'importe quelle machine, l'esprit de découverte humain. Le désir de dépasser les limites, non par pure nécessité, mais par pure curiosité. Neptune est la dernière grande promesse de notre système solaire, une planète qui ne nous a accordé qu'un bref aperçu lors de notre premier contact et qui attend maintenant notre retour. Que trouverons-nous là-bas? Des découvertes scientifiques, sans aucun doute, mais peut-être aussi quelque chose de plus profond. Un rappel de qui nous sommes et de ce dont nous sommes capables lorsque nous nous mettons en route. Le chemin vers Neptune est long, mais il en vaut la peine, car là-bas, ce n'est pas seulement une planète qui nous attend, c'est le prochain chapitre de notre propre histoire.